Quelques petites notes habituelles. Évidemment, il va y avoir énormément de divulgateurs, donc vous avez encore le temps de sortir de la classe en courant, si vous voulez. Et trigger warning, ça va parler de suicide et de trauma. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, au moins, est-ce que vous le savez. Donc, c'est Ursula K. Le Guin qui, en introduisant son roman The Left Hand of Darkness, propose de considérer la science-fiction comme une expérience de pensée, on l'a déjà dit, où l'on peut voir ce qui arrive dans certaines conditions. Elle cite d'ailleurs le chat Schrödinger, offrant complexité et une échelle quantique imprévisibilité. La science-fiction permet, selon elle, moins de dégager un futur par définition incertain que de cerner et décrire notre réalité, le monde présent. La science-fiction ouvre ainsi les yeux d'auteurs et d'autrices pour montrer ce qui distingue du présent, perspective qu'on peut rapprocher de celle d'Agamben. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la première saison de Picard s'ouvre sur un plaidoyer des réfugiés romuliens en pleine crise des migrants syriens avec Donald Trump encore au pouvoir. L'échange avec la journaliste qui l'interviewe en est révélateur. Picard, lui, explique que les Romuliens, le plus vieux ennemi de la Fédération, leur ont demandé leur aide et qu'ils avaient des millions de vies en jeu. La journaliste précise Romulan Life et Picard insiste No Life. Donc, la première saison renoue immédiatement avec la tradition humaniste de la série en signifiant que toute vie mérite d'être sauvée, qu'il n'y a pas à poser de frontières ou de murs vis-à-vis de celle-ci, même si ce regard utopique doit négocier avec l'assombrissement de nos imaginaires. Je vais cependant m'intéresser ici davantage à la deuxième saison, comme je l'ai déjà mentionné, en montrant comment elle se sert du motif du chat de Schrödinger et compose également avec la tradition assez lourde de la franchise. J'aborderai également la deuxième saison de Russian Doll. C'était vraiment deux séries en plus qui sortaient en même temps. Donc, j'ai vu le motif. Je n'avais pas encore d'idée de quoi je pourrais présenter pour ce cours-là que je trouvais super intéressant. Et ça m'a donné un sujet très rapidement que ça permet d'expliquer la superposition quantique, ce fameux chat dont, évidemment, ce n'est qu'une représentation parce qu'on ne sait pas l'état par définition de chat. S'il est vivant ou mort, c'est là l'intérêt de l'expérience. C'est seulement si on ouvre la boîte qu'on peut le voir. Donc, je vais passer avec ma première grande partie sur Star Trek, que je vais parler un peu plus longuement. Standardisation de la nouvelle ultime frontière à constamment refranchir, remise en question identitaire et acceptation de l'incertitude et de la dualité. Et ma première sous-partie, dimension paradoxale de la série, volonté d'offrir une suite, d'explorer une structure elle-même paradoxale et non linéaire, et désir de rendre hommage à Picard. Dans la diégèse, cette quête repose sur une série de paradoxes temporels liés au motif de Schrödinger et outrepassant temporairement les représentations plus mainstream. En revanche, on retrouve également un autre paradoxe pour la narration d'une énième série Star Trek. Dans Picard, le récit se construit sur une structure non linéaire et sciemment sibylline, tandis que l'œuvre s'inscrit pleinement dans le recyclage culturel de son époque, où ces nouvelles aventures servent aussi à retrouver et à célébrer la nouvelle génération originale, lui rendre un dernier hommage avec une fin claire et, c'est important pour une série aussi populaire, sans ubiquité. Pour ceux et celles qui ont vu la troisième saison de Star Trek, je dirais seulement qu'elle est symptomatique de tout ce qui peut avoir de nostalgie, qui consiste, entre autres, à vouloir retrouver intacts les différents vestiges du passé et à les rassembler, ce qui finit même par avoir son utilité à l'intérieur même de la fiction. Et comme vous voyez à l'écran sur les images de droite, elle constitue littéralement un musée des différents vaisseaux de la franchise. J'ai quand même trouvé ça assez merveilleux à quel point on tombe dans la nostalgie. Il y a vraiment une couche de plus à ce niveau-là. Même au sein de la deuxième saison, la série se fonde sur la citation et correspond au remix, selon l'expression chère à Ferguson, Everything is a remix. La représentation d'une temporalité schrödingerienne permet avant tout de retourner lire les personnages avec une certaine ambition pop contemporaine, de vouloir tout expliquer et de présenter leur intérêt fictionnel des personnages, notamment à travers leurs valeurs profondément humanistes. La nouvelle ultime frontière, tant à découvrir qu'à dépasser, vient ainsi permettre aux personnages de se remettre en question et de se trouver, manière de s'accorder pleinement à leur identité naturellement complexe. La narration insiste sur ce que leur vie présente d'événements traumatiques, prenant des formes labyrinthiques dans lesquelles leur espace mental devient la clé. Ce faisant, ils seront en mesure d'accepter l'incertitude et la dualité propres aux particuliers, leur existence exceptionnelle, et à l'universel, la condition humaine. Pour l'audience, ces mystères ouvrent sur une série de questions à résoudre avant la fin de la saison. Passons à la prochaine sous-partie,
L'exemple de Q est la reprise de Tapestry du passé au futur. Étant donné le succès de la série The Next Generation auprès du public, il faut savoir que durant sa plus grande popularité aux États-Unis, une personne sur deux l'écoutait selon Junkin, et elle occupe toujours une place enviable dans le top 250 de l'IMDb, qui reste un des plus gros répertoires au monde. Il est sans doute devenu risqué de trop s'éloigner de la représentation actuelle des personnages. Je pense aux réactions des fans très négatifs quand est sorti The Last Jedi, jugé irrespectueux. C'est un terme qui revient beaucoup présentement chez les fans envers, dans ce cas-là, le Jedi Luke Skywalker. Le capitaine Riker rétorque même fièrement dans la saison 3 à propos de Picard qu'il est resté le même malgré les années, ce qui peut aussi être vu évidemment comme un problème. Le retour de Q, entité extraterrestre comparable à un dieu aux yeux humains, est représentatif de ce peu de changement. Il le remarque lui-même face à un Jean-Luc Picard beaucoup plus âgé et en claquant des doigts, comme il fait souvent dans la série, il s'accorde à son âge. Q n'en devient que plus caricatural à travers la répétition de ses actions et ce n'est pourtant pas ce qui manque au personnage pour ceux qui le connaissent et comme vous pouvez voir à l'écran. C'est un personnage qui possède à la fois une dimension ludique et très théâtrale, mais qui représente aussi un des grands antagonistes de la série The Next Generation dès le premier épisode et qui est à nouveau présent dans le tout dernier de la série, All Good Things, qui déjà suggérait qu'il est bon de savoir s'arrêter, surtout que l'épisode était déjà excellent et intégrait passé, présent, futur au sein même de son épisode, enfin de son double épisode, permettant à l'audience de revenir dans le tout premier épisode de la série et de constater à quel point le capitaine Picard et tout l'équipage avaient changé à travers les 7 saisons. Donc, Q occupe la fonction de juge de l'humanité, espèce qu'il qualifie de dangereuse et d'immature. Il y a eu énormément de mimes avec Quanon durant la pandémie qui était quand même assez amusant. Donc, il donne à Picard la possibilité de lui prouver qu'il se trompe à travers la série. Bien qu'une certaine ambivalence persiste dans son rôle, son affection pour, comme il dit lui-même souvent, son capitaine, transparaît progressivement. Dans Tapestry, un épisode de The Next Generation, on a la présentation justement de cette relation inégale entre un homme et un dieu. Dans un passage de It's a Wonderful Life, Picard, dont le cœur artificiel défaillit, vous voyez, on manque d'électricité, voit dans une représentation de l'au-delà Q. Ce dernier lui permet de retourner changer sa jeunesse où lui-même se juge arrogant, caractéristique qui vient le rapprocher du jeune et très humain Captain Kirk. Picard évite une bataille considérée puérile dans un bar qui, autrement, causera sa blessure au cœur. En revanche, en évitant le conflit et l'audace qu'il avait durant sa jeunesse, même s'il s'agit d'un geste viril dont il a honte, il s'empêche d'accomplir les autres actes d'audace qui le mèneront à être capitaine et à sauver des vies. Il se retrouve dans le costume de technicien terne, avec un habit aussi très terne. Réalisant cela, Picard préfère retrouver son identité passée, même s'il doit en mourir, d'où son rire final face à la mort. Sa situation critique se rétablit miraculeusement et ensuite il ne peut que remercier Q. Cet épisode, qui est présent dans la plupart des palmarès de la série, qui compte quand même 178 épisodes, dont la deuxième saison de Picard reprend la plupart des éléments. Q et Picard se retrouvent dans une position analogue. Picard a à nouveau l'occasion de revivre son passé et d'accepter ce qu'une perte a pu avoir de bénéfique. Picard se sent responsable du suicide de sa mère quand il est enfant qu'il n'a pas pu empêcher, responsabilité qu'il va transférer dans ses différentes missions en tant que capitaine pour se pardonner. On retrouve ici la volonté de rendre cohérente une vie par sa mise en récit. Donc, la citation de Bourassa dans L'entrelac des temporalités, la fiction invente un temps intermédiaire entre la durée humaine et l'éternité hors temps qui rattache tous les moments de la succession à un point final pour leur donner un sens. Grâce à ce point hors de la durée, à cet artifice d'éternité, la narration console les générations mortelles et les aide à vivre. À nouveau, ce voyage survient alors qu'il est sur le seuil de la catastrophe. Il vient d'enclencher l'autodestruction du vaisseau qu'il commande pour éviter qu'il tombe entre les mains de la Reine des Borg, l'ultime ennemi de la Fédération dans la plupart des séries. Il voit un nouveau futur dans lequel la Fédération est devenue la Confédération et tente d'asservir toutes les autres espèces, incluant les Borg. Au dernier épisode, Picard peut faire confiance à la Reine grâce aux épreuves qu'il a traversées, des relations qu'il a nouées. Q, au seuil de la mort, lui livre un discours venant expliciter sa relation passée avec lui. La deuxième saison de Picard retourne
donc principalement dans le passé diégétique, de manière à retrouver les thèmes, les personnages, les messages de la précédente série de Next Generation. Les principales réactualisations consistent en l'époque où les personnages se rendent. Leur passé correspond assez en notre présent, marqué par l'autoritarisme et la surveillance, et nous montre sur quel avenir on peut ainsi déboucher, mais aussi à la représentation de la dualité issue du motif schrödingerien. Donc, je vais maintenant parler, dans ma dernière partie sur Star Trek, une certaine cohérence dans l'ambivalence parsemant la deuxième saison. Ces reprises sont visibles après avoir consommé toute la saison. Auparavant, la série pose une série de mystères et nous place dans une dynamique de tension narrative, selon l'expression de Baroni, et produit donc à la fois curiosité par rapport aux questions en suspense et appréhension par rapport aux nombreux périls qui s'accumulent progressivement. Puis en bon Deus ex machina en désamorça plusieurs. Cette tension narrative s'harmonise assez naturellement avec notre motif schrödingerien, marqué par la dualité et la réflexivité. Durant le deuxième épisode, l'Arenborg détecte le bouleversement quantique et ses fluctuations, remarque que Picard est à la fois Locutus et autre. Ce personnage supporte bien la dualité, réunissant les propositions antinomiques, je la cite, partir en arrière pour aller de l'avant, briser pour réparer, le passé c'est aujourd'hui. Avant de mourir, elle contamine d'ailleurs Agnès, la cybernéticienne de l'équipe, et la double personnalité qu'elles vont progressivement former constitue l'aspect le plus représentatif et novateur de cette tension d'une ambivalence quantique. L'incertitude trouble aussi la plupart des enjeux narratifs. Il y a deux lignes temporelles, deux grandes visions défendues, celle de la Fédération, une vision humaniste et utopique, l'autre de la Confédération, sécuritaire, viriliste et xénophobe. Deux possibilités pour leur ami romilien, sa survie ou sa mort, pour la destinée du savant antagoniste, la sévérité ou l'anonymat. D'ailleurs, c'est le même acteur qui incarne à la fois cet archétype plutôt détestable du savant fou et l'Android Data, l'un des personnages préférés de la franchise. Le dernier énigme avant le dénouement, une prophétie de la Renborg, reprend d'ailleurs l'étrange coprésence. Le succès de la mission, qui va vraiment permettre à la Fédération de se construire, dépend de l'existence de deux René, l'une qui survit et l'autre qui meurt. Évidemment, Picard et son équipage défendent le succès de la mission grâce à un sacrifice, confirmant leur rédemption, les principes de la Fédération, mais aussi sur le plan personnel de Picard qui peut faire la paix avec Q et les Borg et se pardonner le suicide de sa mère, longtemps occulté. À la fin de la saison, on comprend que la reine Borg, qui assignait initialement le vaisseau, est également Agnès, qui laisse à Picard comme indice la chanson célèbre d'Édith Piaf. On retrouve donc à la fois cette menace unificatrice et une présence nouvelle salvatrice. Son savoir permet de coordonner toute la flotte pour empêcher un élément galactique, une énorme décharge, et de réunir à la fois la Fédération et les Borg, de réunir leurs meilleurs éléments. Si cela s'inscrit dans l'esprit de Star Trek, peut-être trop même, le motif de Schrödinger se centre moins sur les enjeux temporels, mais sert à explorer l'existence et comment celle-ci peut perdurer et même s'épanouir au-delà des formes jusqu'à présent connues, ce qui était déjà l'enjeu de The Next Generation. C'était Q qui citait ça à la toute fin de la série. Pour Q, depuis une trentaine d'années, Picard correspond à un compagnon, comme l'est un chat pour l'humain, qu'il préfère voir bien vivant et épanoui. D'ailleurs, au début de la saison, dans la temporalité future cauchemardesque, on voit également Spot 73, le chat à gauche, qui est vraiment mon élément préféré de cette saison. J'espère qu'ils vont faire une saison juste dessus. Je suis très heureux. Le chat virtuel d'Agnès est référence à celui vivant de Data, qui menait quand même à des moments très drôles, étant donné que Data lui-même ne l'est pas, et essayait de ressentir les besoins de son animal. Finalement, si chaque situation présente en principe cette indétermination, Q indique qu'il faut tenter de préserver la vie, que cela passe aussi par accepter la mort et le sentiment d'échec associé. Cette saison est donc aussi celle d'un être supérieur, en apparence immortel, placé devant sa propre finitude, acceptant sa fin et justifiant, à ses yeux au moins, toute cette nostalgie. Les perspectives les plus stimulantes sont donc finalement celles des personnages transcendant leur humanité, Q et Agnès et la Reine Borg. Passons maintenant à Rishendal, la deuxième saison, un nouveau départ dans le passé. Même si la deuxième saison de Rishendal repose moins fondamentalement sur la nostalgie, quoique la série pose d'emblée la maladie de Ruth, la mère adoptive de la protagoniste, et se déroule de façon assez flagrante dans les années 80, elle
rouvre le retour à l'équilibre de la première saison qui mettait fin à une immense boucle temporelle sur toute une saison et aux nombreuses morts de Nadia. Celle-ci a la fausse bonne idée de vouloir corriger le passé, ce qu'à peu près tous les récits de science-fiction déconseillent fortement, en prenant un métro. Outre les paradoxes du voyage dans le temps, le motif schrödingérien est mentionné explicitement dans le 6e épisode qui s'intitule La route de Schrödinger. À nouveau, cette représentation exprime une potentielle coprésence cristallisée autour du sort de sa mère adoptive et se remarque progressivement dans les épisodes. Par exemple, à travers l'expression Don't Coney Island, qualifiant une malchance soit d'avoir attrapé la polio en allant à Coney Island, on peut imaginer une temporalité souhaitable où on ne l'aurait pas attrapé, même si c'est d'emblée présenté comme un piège, étant donné que ce n'est pas la temporalité qui est advenue. Nadia voudra ramener l'or perdu de sa famille qui a été perdu parce qu'elle était, dans le fond, c'était l'or que les Juifs avaient avant la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Et elle sera par 2 fois à l'aide du métro. Et ce faisant, elle ne fera qu'accomplir ce qui était déjà devenu, produisant son propre Coney Island. Dans le passé, elle se retrouve simultanément à être elle-même et à l'intérieur de sa mère qui est enceinte d'elle. D'ailleurs, graduellement, l'image de sa mère va surgir dans des miroirs qui peut mener, comme dans cette scène-là, à une scène un peu comique. Puis sa personnalité l'envahit, permet de prendre conscience de sa folie, ce qui va mener là à des moments plus dramatiques. Par cette expérience, Nadia acquiert une meilleure connaissance de ses proches et aussi d'elle-même à partir de sa propre genèse. Deuxième sous-partie, récurrence de l'enjeu de la non-responsabilité. Ainsi, si les enjeux sont somme toute similaires, un glissement s'opère dans cette deuxième saison. Il s'agit, plutôt que de se responsabiliser comme dans la première saison, d'accepter son absence de responsabilité sur tout l'univers. Ceci s'accompagne d'une inversion visuelle, le trop-plein. En effet, dans la première saison, au fur et à mesure que la boucle temporelle persistait, des personnages s'effaçaient graduellement, montrant un univers en train de se désagréger. Il y avait aussi tous les fruits qui pourrissaient, pour ceux qui ont vu. Il y avait énormément de motifs. Elle était, à mon avis, beaucoup meilleure que la première, si vous voulez en écouter une des deux. En parallèle de la folie de sa mère, le voyage en train commence à se complexifier de façon évidente à partir du moment où Nadia, alors qu'elle est dans le corps de sa mère, couche d'elle-même dans le train et décide en plus de se kidnapper. Ça va mener à une superposition des lignes temporelles. Par exemple, la vieille amie de sa mère Ruth est rendue à différents stades de sa maladie, vivante ou morte, selon le moment. Lorsqu'elle se rend dans une petite épicerie près de chez elle, le chat qui y réside se dédouble et le père du commis qui était mort est à présent vivant. Ce bug avec le chat rappelle évidemment celui célèbre de la Matrice. Dans le dernier épisode, même la boucle temporelle de la première saison est réintégrée au sein de ce multivers sur le point d'imploser. Ainsi, si la première saison montrait les problèmes identitaires de Nadia à la suite du suicide de sa mère biologique et comment elle devait occuper pleinement son présent, la deuxième se centre sur un présent qu'elle tente de fuir dans le passé, se refusant à accepter toute l'incertitude de la maladie de sa mère Ruth. Ce faisant, elle rate la chance de lui faire ses adieux, comme elle dit elle-même, à la meilleure mère qu'elle n'a jamais eue. Comme avec beaucoup d'œuvres très pop, notamment par la taille de leur franchise et de leur communauté, il importe d'en souligner l'ambivalence. D'une part, les deuxièmes saisons de Picard et Oceandahl décrivent certaines interrogations de notre époque et aussi certaines béquilles des séries TV, selon la fonction qu'accorde Le Guin à la fiction, et articulent la structure de leur saison autour du chat de Schrödinger et de sa dualité inhérente. D'autre part, elles tombent un peu dans le piège de leur tradition, toute récente pour Oceandahl, et deviennent représentatives, voire symptomatiques, du recyclage culturel et d'une dimension métapop où s'accumulent les strates de procédés temporels. Il y a pratiquement tous les procédés possibles, notamment dans la deuxième saison de Picard, à travers les saisons. Le motif schrödingerien relève ici davantage une nouvelle tendance parmi toutes les autres manipulations temporelles également utilisées et se manifeste à la fois pour orienter, tendre et complexifier l'intrigue qui, comme je l'ai montré avec l'épisode Tapestry dans The Next Generation, n'en a pas réellement besoin, donnant l'impression d'être un peu plaqué pour correspondre aux symboliques qu'ils veulent démontrer et faire le développement de personnages adéquats. En revanche, là où l'Uchronie altère le passé de la diégèse, l'enjeu de cette perspective schrödingerienne
concerne également l'aboutissement même du récit, dans lequel une coprésence en apparence paradoxale est révélatrice d'une histoire encore en train de s'écrire. Dans les deux cas, on est sur des deuxièmes saisons sur 3 saisons normalement qui ont été prévues. Comme le montre d'ailleurs la série Soprano, où ce motif sibyllin est présent, il y a une simplicité et une grande efficacité à finir sur cette incertitude de manière à intégrer l'audience à l'actualisation de l'œuvre plutôt que de la plonger dans la nostalgie. Je vous remercie.